Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Partage de vie. Je suis Francesco Mondato, auteur, coach de vie. Pour cette première saison 2020-2021, j'ai prévu de vous parler de sophrologie, d'hypnose, de comment avoir du succès dans votre vie, des aborigènes d'Australie, de l'écriture, de livres et d'autres sujets passionnants. Bienvenue dans ce 33e podcast. Nous continuons cette série d'interviews, donc c'est hors série. Et aujourd'hui, nous sommes en plus en vidéo. Donc, pour ceux qui écoutent les podcasts sur les différentes plateformes, si vous voulez voir nos têtes, eh bien, vous pouvez visionner ce podcast sur ma chaîne YouTube Francesco Mondato, développement personnel et spirituel. Alors aujourd'hui, c'est un sujet vraiment passionnant. Aujourd'hui, nous allons parler de spiritualité et d'argent ensemble et on va voir si ça peut être lié d'une quelconque manière ou bien c'est deux choses totalement à l'opposé. Et pour cela, j'ai décidé d'interviewer une personne qui, je pense, a bien allié les deux. Il s'agit de Monsieur David Bertrand, qui a, pour moi, de mon point de vue, allié vraiment bien l'argent, la spiritualité. C'est un homme d'affaires à succès qui a généré, je pense, en chiffre d'affaires des millions, en tout cas au total. Il vous le confirmera peut-être. Et il a non seulement la liberté financière, c'est un nomade, il voyage beaucoup, il visite la planète. Il est libre de temps, il est libre d'argent et il est libre spirituellement. Et il est le fondateur de la Société des alchimistes. Il est également le fondateur du mouvement Inner Circle. Il a une très bonne énergie, il maîtrise son énergie sexuelle. C'est bien sûr le grand, l'unique David Bertrand. Bonjour David. Bonjour David, bonjour Francesco, bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Yes, bah écoute, merci de me recevoir. Très bien, super. Et toi? Je vais bien, merci. Justement, tu parlais des voyages, fraîchement revenu du Mexique après 9 mois là-bas. Ça fait plaisir de rentrer en France, contrairement à ce qu'on peut penser. Moi, je suis toujours très content de revenir au pays. Waouh. Et voilà. Ouais, c'est vrai. Merci à toi, du coup, déjà d'avoir accepté cette interview et de donner un peu de ton temps. Avec Euh, plaisir. alors déjà, est-ce que tu peux te présenter sommairement pour les personnes qui ne te connaissent pas, ce que tu fais, comment tu te Yes. définis, ce que tu fais dans la vie, ton travail, ta Je façon. sais jamais trop par où commencer, mais en gros, voilà, j'ai 29 ans. J'ai un parcours assez spécial dans le sens où, ouais, quand j'étais ado, j'étais assez rebelle, assez, tu vois, voyou, tout ça. Mhm. Je faisais beaucoup de conneries, je savais pas du tout ce que je foutais à l'école. Enfin, je voyais bien que c'était pas du tout fait pour moi. Donc très tôt, j'ai compris que l'école c'était pas fait pour moi. Et très tôt, j'ai compris que je travaillerais jamais pour les rêves d'un autre. Tu vois, voilà, si je serais un bandit, je serais à mon compte, ou alors je serais un businessman, je serais à mon compte. Mais à l'époque, je pensais plus un bandit que voilà, parce que je savais pas tout simplement qu'on pouvait faire autre chose. D'accord. Et jusqu'à un jour où justement, j'ai eu mon premier livre de dev perso entre les mains, Réfléchir et devenir riche de Napoleon Hill. Et là, ça a été mon plus gros déclic. Là, j'ai dit, OK, là, je peux être enfin, la société, tout ça, mon éducation a voulu me faire croire que, et moi-même au final, j'ai voulu me faire croire que j'étais un moins que rien. Et en fait, bah, il y a des moins que rien qui, eux, ont réussi aussi. Donc peut-être que, tu vois, je peux. Et à partir de là, pour la faire en accéléré, bah ouais, 10 ans plus tard, bah, l'eau a coulé sous les ponts. Alors ça, là, si je raconte comme ça paraît facile, mais on peut dire que ça n'a pas été. Mais en gros, bah voilà, 10 ans plus tard, c'est vrai que j'ai monté plusieurs business, plusieurs sociétés, plusieurs idées, voilà, il y en a que j'ai revendu, il y en a que j'ai donné, il y en a que j'ai cédé, il y en a qui, bah, que ça, bien avant que toutes ces choses fonctionnent, j'ai eu énormément de choses qui n'ont pas fonctionné, hein. Ça, bien sûr, les gens vont tout de suite voir la dernière partie visible de l'iceberg, mais bien évidemment, ça a été un parcours très compliqué. Mais à la fin, ouais, j'ai fini par effectivement intégrer je dirais une attitude, parce que pour moi, quand l'attitude est juste, les faits ne comptent pas. C'est-à-dire, tu peux arriver sur un marché, tu connais rien. Si tu as la bonne attitude, si tu as la bonne énergie, la bonne vibration, la bonne façon de penser, le bon mindset, tout ça, tu peux arriver dans un truc, c'est pas du tout pour toi de ce que diraient les autres, mais toi, tu arrives et hop, et c'est toi qui as le monopole, quoi. Ouais. Donc, dans les faits, dans ce que j'ai pu réaliser, tu parlais d'Inner Cycle, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, mais pour s'appuyer sur cet exemple qui, justement, dans les faits, c'est un truc qui n'a jamais été justement réalisé Ouais. et dans un domaine difficile et qui a prouvé que dans un domaine qui vient enseigner des concepts très spirituels, voire
trop spirituelles, entre guillemets, c'est-à-dire des choses qui sont tellement méconnues des Occidentaux comme nous, que tu peux très vite te faire pointer du doigt comme secte, illuminé, tout ça. Et pourtant, en un an, on a pratiquement fait 1 million de chiffre d'affaires en un an, quoi, tu vois, dans un domaine donc très spirituel, qui peut être très controversé, Ouais. et pourtant qui a généré beaucoup d'argent, et surtout pour moi le plus important, qui prouve finalement si c'est du charlatanisme ou pas, et ben des centaines de gens qui ont laissé des témoignages, pour la plupart d'entre eux vidéo, donc qui peuvent pas être photoshopés, tu vois, comme une image ou quoi, et qui affirment qu'ils ont vraiment eu un gros avant, un gros après, etc. Donc ça, pour moi, ça a été le plus gros enjeu. Mais et à côté de ça aussi, des choses beaucoup plus business, beaucoup plus argent, beaucoup plus terre à terre. Donc j'ai été un peu dans les deux. Oui. Et aujourd'hui, j'ai compris que pour moi, en tout cas, si je veux être vraiment épanoui dans ce que je fais, il faut pas que l'argent, tout ça, soit un but premier, on va dire. Sinon, je fais du trading, tu vois, je veux dire. Oui. Et je finis fou parce qu'il y a aucune spiritualité dans le trading, tu vois. Ouais. Mais alors que si j'ai un but avant tout spirituel, l'argent sera que la récompense sur le plan matériel, tu vois. Un peu à l'image du roi Salomon dans la Bible où c'était vraiment, il était gâté au niveau spirituel comme pas possible. Et au niveau matériel, bah, il était couvert d'or, de châteaux, de pouvoir. Et il avait vraiment un équilibre pour moi qui m'a beaucoup parlé, quoi. Même si ça reste peut-être qu'une histoire, mais en tout cas, voilà. C'est une histoire que j'essaie d'appliquer. Ok, merci pour ce sommaire. Du coup, tu as posé quelques notions qu'on va approfondir. Du coup, tu nous as dit comment tu es arrivé dans le développement personnel, un petit peu grâce au livre de Napoleon Hill. Et donc, tu es passé de voyou à un businessman. Ouais, alors il s'est passé du temps, hein. C'est pas juste le livre. Oui, j'imagine. Et du coup, est-ce que la spiritualité, c'est venu après? Est-ce que Oh là, oui. à force de pratiquer du développement personnel, tu es arrivé à la spiritualité? Comment tu es arrivé à… Bah, je pense un petit peu comme tout le monde, parce qu'en fait, au début, surtout à l'époque, si tu veux, on remonte dans les années, en gros, 10 ans plus tôt, ouais, 2008, un truc comme ça. Et, euh, et à cette époque-là, il n'y a pas tous ces youtubeurs, tous ces coachs, toutes ces vidéos sur YouTube. Je suis même pas sûr qu'à l'époque où j'ai lu ce livre, je suis même pas sûr que YouTube existait. Il faudra regarder, tiens. Mais tu vois, c'était un autre monde. Et à l'époque, clairement, l'information était beaucoup plus codifiée, beaucoup plus cachée, beaucoup moins accessible, essentiellement dans les bouquins. Donc, si tu lis pas, ben voilà. Enfin bref, c'était pas du tout pareil. Et, euh, et donc, j'avais vite fait le tour, tu vois. À l'époque, c'était quoi? C'était David Laroche, Roger Lannoy, Anthony Robbins, voilà. Ouais, Moi, c'était à l'époque, j'ai beaucoup étudié et modélisé Anthony Robbins, tu vois. Donc, forcément, je suis passé par Roger Lannoy, tout ça. Et j'ai été donc à un séminaire d'Anthony Robbins. J'ai été super motivé pendant 2 mois après. Puis après, la motivation est retombée. Et là, j'ai eu mes premières questions de me dire, mais attends, comment c'est possible et tout. J'ai été voir le numéro 1. J'étais à bloc pendant 1 mois. Et puis là, je sens que je commence à revenir un peu au stade de départ, quoi. ouais. Et j'aimais pas trop ça. J'avais l'impression de beaucoup tourner en rond, de revenir sur la case départ. Et après, ben, forcément, de fil en aiguille, là, j'ai eu mon premier livre vraiment ésotérique, bien perché entre les mains. Et là, j'ai dit, ah ouais, il y a une autre dimension, tu vois. Un peu comme si à moi, il y a le développement personnel au-dessus, et encore au-dessus, il y a une autre couche, comme un sandwich, tu vois, il y a la spiritualité. Ouais. Et du coup, je me suis beaucoup retrouvé dans la spiritualité, jusqu'à pareil, à en faire le tour et à trouver beaucoup de failles finalement, et beaucoup d'impasses, et notamment pour simplifier le côté tout est rose, tout est beau, il suffit juste de regarder l'amour et surtout de pas regarder que le monde il part en couille, tout ça, tu vois. Donc moi j'ai pas trouvé vraiment ça, disons applicable dans un monde comme le nôtre qui n'est pas tout rose, tout beau, tout ça. Ouais. Et j'ai trouvé que effectivement c'est important de mettre son état d'esprit sur des bonnes nouvelles par exemple, de nourrir de bonnes pensées, etc. Ça sert à rien de regarder la télé, on est d'accord, le journal, etc. Mais ça veut pas dire qu'il faut mettre du déni sur tout ce qui se passe. Tu vois, donc moi, je suis plus dans une approche où j'essaie de regarder vraiment les deux côtés, on va dire ombre et lumière, ange et démon, et d'essayer de concilier les deux. Okay. Voilà, et ça me parle plus pour un monde, enfin pour une société comme la nôtre en tout cas, tu vois, où bah, des fois, voilà, des fois tout n'est pas forcément tout beau, tout rose, même quand tu vibres super bien. Des fois, il y a des gens qui vont t'embêter, surtout en ce moment, le masque, tout ça, machin. Ouais. Voilà, donc c'est important, je pense, pour moi, d'être les pieds sur terre, quoi. La tête dans les étoiles,
mets les pieds sur terre. Et le problème des gens qui sont dans la spiritualité, souvent, hein, sans mettre tout le monde dans le panier, c'est qu'ils ont la tête dans les étoiles, mais pour fuir le fait d'avoir les pieds sur terre, c'est-à-dire, je veux surtout pas regarder la difficulté, un peu la douleur de la vie, donc je suis dans mes trucs perchés, tout ça, mais en attendant, s'il suffisait de se répéter matin et soir, je vais être riche, je vais être riche, je vais être riche, pour que les millions arrivent sur ton compte, ça serait, ça marche pas comme ça. Il faut avoir les pieds sur terre aussi. Donc voilà. Et est-ce que pour toi, la réussite financière, elle a été directement liée à ton évolution spirituelle, ou est-ce que tu faisais déjà de l'argent avant? J'ai toujours réussi à faire un petit peu d'argent quand j'ai commencé à 18 ans, ma première boîte. Ok. Mais le truc, c'est qu'à cette époque, je sortais beaucoup, donc je dépensais énormément. En fait, je dépensais tout ce que je gagnais en boîte le week-end. Ça va vite, hein. Tu prends une entrée bouteille à 100 euros, tu reprends une bouteille à 100 euros. Ta soirée, elle t'a coûté 400 si tu as été au resto avant, que tu as bu quelques coups dans les bars. Donc, j'ai toujours réussi à faire de l'argent, mais j'avais pas justement cet équilibre spirituel pour avoir une sagesse, on va dire, de dépenser moins que ce que tu gagnes, etc. Bon, je dirais que par contre, alors j'arrivais à faire un petit peu d'argent, 3-4 000 par mois. Ça peut paraître beaucoup quand tu as 18, 19, 20 ans. Mais quand tu travailles 90 heures par semaine, tu regardes un smicard, il fait 35 heures pour 1002. Bah, toi, tu fais 90 heures pour 3-4 000 euros. Donc au final, à l'époque, avec le recul, je m'étais dit, tu vois, je préférerais finalement être au SMIC, mais avoir que 35 heures par semaine pour avoir beaucoup plus de temps derrière pour ma vie, quoi, mes passions, ma copine, tout ça. Bon. Okay. Donc, ce qui m'a fait derrière switcher de je travaille trop pour pas gagner beaucoup, c'est justement un certain switch, on va dire, un certain changement au niveau de ma façon d'être. Et c'était vraiment, effectivement, quelque chose de beaucoup spirituel, ouais, qui là m'aura amené à dépasser la barre des 5 chiffres par mois, certains mois à dépasser 6 chiffres. Je me souviens d'une chose, parce que c'est intéressant ce que tu me dis là, c'est que le mois où j'ai dépassé les 10 000 euros par mois, ça faisait 10 ans que je cherchais à dépasser ce stade et j'y arrivais pas. Et le mois où j'ai réussi à atteindre ce qui était pour moi à l'époque une prouesse, tu vois, c'est justement lorsque je suis tombé sur un livre qui conciliait très bien les principes matériels, financiers de l'argent, comme il y en a plein des livres comme ça, tu vois, comme Robert Kiyosaki, des livres d'Anthony Robbins justement, etc. Sauf que ce livre-là, qui s'appelle Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker, pour moi, c'était le seul livre que j'ai trouvé qui était vraiment extrêmement bien équilibré entre le côté perché, entre guillemets, spirituel et le côté matériel. Et ce livre m'a fait comprendre, d'une part, que j'avais des gros blocages sur le plan financier, même si je savais, entre guillemets, tout par rapport à comment faire de l'argent. Ouais. Et j'ai aussi compris que l'argent, c'était pas juste des billets de banque ou des chiffres sur un compte ou des actions en bourse ou quoi. C'était une énergie, quoi. Ça m'a vraiment fait comprendre que c'est une énergie et que comme tout le reste dans la vie, ça doit d'abord être traité comme de l'énergie. Comme si l'argent, au final, c'était une sorte de femme fatale, un peu entre guillemets, que tu vas pas pouvoir manipuler, mentir, arranger les choses, tout ça. Tu vas devoir être très honnête avec cette femme, entre guillemets. Et c'est un peu comme un jeu de séduction entre toi et toi, finalement. Quand je dis cette femme, c'est entre toi et toi. Et trouver cet équilibre qui va te permettre de ramener cette énergie, de la spiritualiser, on pourrait dire, dans la matière. Et autrement dit, avoir de l'argent, quoi. D'accord. Donc oui, le spirituel m'aura beaucoup aidé. Mais pas le truc perché de genre dans le secret de OK, tous les jours je vais me voir avec de l'argent et puis je vais me répéter devant la glace je suis millionnaire, ça non. Ça j'ai essayé pendant longtemps, mais ça peut donner un petit coup de motivation. Je dis pas que c'est négatif, mais je dis pas que c'est positif, tu vois. Pour moi c'est voilà. Quels sont pour toi justement, ça rejoint un peu la prochaine question. Je sais que tu as pratiqué beaucoup de choses différentes dans la spiritualité, on le voit sur ta chaîne YouTube. Quelles sont pour toi les pratiques ou les expériences que tu as eues les plus fortes qui, tu vas dire que ça va t'aider, ça t'a le plus aidé à monter en vibration aussi par rapport aux finances? Tu vois, quelle pratique, à ton avis, t'a aidé pour ça? Pratique spirituelle. Moi, je te dirais que quand tu montes en vibration, mais que tu montes vraiment en vibration, tu vois, parce que encore une fois, c'est pas parce que tu as lu 3 livres que d'un coup tu commences à voir des anges dans ton 3e œil que ça y est, tu es devenu un gourou illuminé et que tu as la science infuse. Non. Oui. Moi, je vais te répondre qu'en fait, pour moi, la montée en vibration, quand elle est réelle, tu peux pas ne pas monter en termes de finances, tu vois.
pour moi, c'est lié. Donc, je vais te répondre de manière plus générale, mais qui va répondre à ta question finalement par rapport aussi aux finances. Ce qui m'a vraiment fait monter vraiment en vibration, c'est d'en avoir eu marre déjà pendant des années et des années de tourner en rond autour justement du dev perso puis de la spiritualité, d'aller voir un peu tout le monde, d'être littéralement une encyclopédie de savoir, on va dire, de théorie, mais de ne pas réussir à appliquer cette théorie et du coup d'être frustré. Et cette frustration à l'époque, elle était, OK, je connais tout sur l'argent, j'ai lu tous les livres, j'ai été voir les séminaires des plus grands, les machins, fait des coachings et tout. Et comment se fait-il que je gagne pas plus d'argent, ou en tout cas pas dans les conditions que je veux, où je suis obligé de toujours travailler 90 heures par semaine, et je fais des burn-out et tout. Donc ça a été déjà un premier déclencheur, tu vois, une frustration. Se dire, attends, il y a un problème à un moment donné, si j'absorbe, et que je peux pas en avoir les résultats, ça marche pas, quoi. Un de mes mentors, il disait quelque chose d'intéressant, il disait, ce n'est pas ce qu'on mange qui nous rend fort, c'est ce qu'on digère. Donc il faut croire que moi, je m'efforçais de manger à fond, mais je digérais rien du tout. Comme il disait, ce qui nous rend intelligent, c'est pas ce qu'on entend, mais c'est ce qu'on retient. Tu peux entendre des tas de choses, mais si tu retiens rien, et je pense que j'étais un peu dans ce truc-là, quoi. Donc déjà, j'ai commencé à me remettre en question, et puis à me dire, OK, maintenant, il va peut-être falloir se focaliser sur l'essentiel. Alors, je dirais que c'est tout bête, mais c'est un peu la loi de Pareto. Le jour où j'ai découvert ce concept, ou plutôt que je l'ai redécouvert, j'ai compris que je mettais mon attention essentiellement sur des choses qui servaient à rien, au lieu de mettre vraiment mon attention sur ce qui fonctionne le mieux, quoi. Je pense qu'il m'a vraiment fait passer un cap, c'est lorsque j'ai justement été le disciple de ce grand maître chinois, Grandmaster Tsai, qui avait une rigueur à la chinoise, tu vois, très dictatoriale presque. Oui. Enfin, c'est pas presque, tu vois, dans la façon dont on a été formé et entraîné avec Marvin. C'était un truc éprouvant de malade, mais ça m'a donné une rigueur et surtout ça m'a fait prendre conscience parce qu'il nous répétait ça en permanence. Do the do's, don't do the don'ts. Et son concept, c'était en fait une loi de Pareto, mais au lieu que ce soit les 20% qui apportent les 20% d'efforts qui apportent les 80% de résultats, lui, c'était les 1% d'efforts qui apportent les 99% de résultats. Oh. C'est pour ça que c'était un grand maître ultra puissant, que son kung-fu était ultra puissant et qui pouvait faire passer des gens ceinture noire en moins de 6 mois, tu vois. Parce que il nous explique, lui, sa philosophie, c'était ça. C'était, par contre, je te pose la question à toi et aux auditeurs. Si tu peux apprendre à parler couramment l'anglais en 6 ans, en 6 mois, en 6 semaines ou en 6 heures, qu'est-ce que tu choisis? Nous, on dit en 6 heures, tu vois, admettons que ce soit possible. Oui. Et là, c'est la même chose. Si tu peux devenir un maître Jedi en 3 mois, pourquoi se faire chier à y passer 20 ans? Ouais. Et ça demande d'avoir un focus rayon laser. Et c'est vrai qu'à partir de là, justement, on l'a vu derrière dans les faits, lorsque, après cette initiation de quelques mois avec ce grand maître, qu'on a commencé donc à arriver en France, personne nous connaît, et de commencer à faire des workshops. Donc, j'en parlais au début, qui sont dans un domaine très perché, tu vois, très compliqué, très, très vite qualifié de secte, de bizarre et tout, parce que c'est dans la maîtrise de l'énergie chi, parce que c'est des gens juste avec des exercices de respiration et de méditation profonde, ils vont entrer en transe, ils vont trembler, ils vont baver, ils vont tomber par terre. Enfin, un truc que je peux comprendre pour le commun des mortels, tout de suite, tu vas pointer ça du doigt, tu vas dire c'est quoi, c'est fou. Ouais. N'empêche que, grâce à ces concepts d'être vraiment focalisé sur l'essentiel, 12-12, et non pas do the don'ts, tu vois, faire ce qui doit être fait, les pépites, se focaliser sur les pépites, et non pas faire ce qui est secondaire ou voir ce qui sert à rien, voir ce qui est contre-productif. En un an, on a fait quasiment, peut-être à 100 000 euros près, on a fait quasiment 1 million de chiffre d'affaires en un an, en partant de rien du tout, dans le domaine de l'événementiel, dans lequel moi et Marvin, on n'y connaissait rien. Pour moi, louer une salle, jamais j'aurais imaginé que ça pouvait coûter 17 000 euros de louer une salle au Marriott Paris, à côté de l'aéroport, là, tu vois. Pour moi, c'était un domaine. Et tu vois, donc tout était nouveau. Et ça m'a prouvé que lorsque tu as vraiment la bonne attitude, tu connais rien. On a fait plein d'erreurs, on a eu plein de remarques, mais constructives, tu vois, de clients qui étaient malgré tout satisfaits, mais de clients qui, des fois, déjà, les gars, là, vous avez dit que ça commençait à 7 heures. En fait, on a commencé à 8h30, tu vois, on n'y connaissait rien, mais ça m'a montré qu'avec la bonne attitude, tu peux déjà donner une grosse satisfaction client, ce qui pour moi était le plus important, mais aussi générer quasiment 1 million de chiffre d'affaires dans un domaine très dur d'accès. Et donc, pour résumer, le plus gros changement, ça a été 1, la frustration, et 2, l'initiation avec ce grand maître qui est tellement extrémiste, qui te pousse à avoir ton focus uniquement sur les 12-12, tu vois. Oui. Et ça fait une grosse différence, ouais. 12-12 que tu peux traduire en français pour les auditeurs. 12-12, ça serait
En gros, littéralement, ce serait faire les faire, tu vois. Faire les faire dans le sens, faire ce qui est le plus important à faire et ne pas faire ce qui n'est pas à faire, en fait. En gros, faire ce qui est à faire et ne pas faire ce qui n'est pas à faire. Pour te donner un exemple, tu montes une société. Tu vas commencer à vouloir avoir un beau Instagram, un beau site web, des beaux crayons floqués à ton nom, à vouloir payer quelqu'un pour avoir un logo, à avoir des t-shirts à ton nom, etc. Et puis 3 mois plus tard, tu déposes le bilan. Ah, j'ai pas fait de vente et tout. Bah ouais. Mais tout ce que j'ai cité précédemment, à ce stade-là, en tout cas, c'est clairement des dons. On s'en fout. Le seul 12 que tu as lorsque tu te lances, c'est faire entrer de l'argent. On s'en fout que tu aies un site, on s'en fout que tu aies un beau téléphone, une belle voiture. Fais rentrer de l'argent, fais-toi connaître, rentre sur le marché, développe une clientèle qui va t'amener par le bouche à oreille, tout ça. Ouais. Les bases, en fait. Ouais. La base, c'est toujours le bouche à oreille. Le site internet, c'est secondaire. On verra ça plus tard, tu vois. Donc, en fait, c'est ça, c'est se focaliser sur les bases. Okay. Pour être un véritable maître, il faut être un maître des bases, tu vois. Oui. Les mecs en MMA sont des très bons combattants qui pourraient battre des moines Shaolin sans problème. Pourquoi? Parce qu'ils se focalisent sur des coups simples, des coups de poing, des coups de pied directs. Alors que des moines Shaolin, ils s'entraînent à faire des grands saltos arrière et tout. Mais quand tu te bats pour de vrai, ton salto arrière, on s'en fout. Tu vois, c'est comme le porte son nom, art martial, c'est un art à la base. Et notre grand maître nous disait ça d'ailleurs. Il nous disait, dans son initiation, lui, il avait vraiment un kung-fu. C'était mon kung-fu, moi, il est pour tuer. C'est-à-dire, on t'agresse dans la rue, on s'en fout de tes saltos, de tes roues sur les mains. Le but, c'est de défendre la personne que t'es, ou si vous êtes, je sais pas, t'es avec ta maman, on vous agresse, ben, c'est une question de vie ou de mort, ben, il faut tuer, quoi. Et donc, lui nous expliquait que les moines Shaolin, ok, c'est impressionnant et tout, mais que dans des vrais combats, comme à l'époque, lui, où il combattait, à l'époque, il n'y avait pas de gants, tout ça, en Chine et tout, il disait, voilà. Et je fais ce parallèle-là avec les arts martiaux et tout, parce que un maître des bases, enfin, un véritable maître, c'est un maître des bases. Et c'est pour ça que les champions 10e dan de Kung Fu, quand c'est pas un Kung Fu juste démonstratif, ils sont encore en train de travailler un coup de poing direct, parce que comme tu le sais peut-être, ce coup de poing n'est pas un simple coup de poing, c'est un coup de poing, tu vois. Donc, et donc dans tout, c'est pareil en fait, tu vois. Quand aujourd'hui je lance par exemple un nouveau projet, oui. Je me retrouve toujours face aux mêmes 12 et je me retrouve toujours face à la même tentation d'être vite, comment on pourrait dire, un peu sorti de mes gonds, un petit peu, j'ai pas le mot, tu sais, perdre mon attention justement des fois par la tentation de me mettre sur des dons, tu vois, de allez, on va faire un beau Instagram. Attends, mais non, ça sert à rien. Oui. On s'en fout de ça. Tu peux payer un mec d'ailleurs qui le fera et pas mettre ton attention sur ça, tu vois. Donc, par exemple, un don, ça va être de croire qu'il faut tout faire soi-même. Et on met du temps, surtout au début, à déléguer, faute d'argent, faute de confiance, faute de, voilà, on veut tout faire. Il y a ce côté contrôle. Donc, tu vois, c'est complexe finalement d'allier la spiritualité et l'argent, parce que ça demande une intelligence à la fois, on va dire, en haut et à la fois en bas. C'est ça. Alors, du coup, maintenant, question pour les auditeurs qui, bon, les gens, ils aiment bien le comment un peu, hein. Ils leur font un peu de, oui, mais comment? Alors, tu nous as dit un peu les expériences spirituelles. Et donc, du coup, tu nous as dit que tu as généré beaucoup d'argent donc avec Inner Circle. Maintenant, quels sont tes genres de business en fait là où tu as le plus réussi, s'il y en a d'autres? Alors, en plus, tu fais pas de trading. Pourtant, c'est à la mode, hein. Tu suis pas la mode, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai jamais été à la mode et si tu écoutes tous les gens dans le trading, c'est comme si tu écoutes tous les gens dans le marketing de réseau, tu as l'impression qu'ils sont tous millionnaires après 2 semaines. Et bien entendu, non. Justement, le trading, pour moi, c'est trop volatile et ça va pas avec la stabilité de la vie, tu vois, on va dire. Mais après, il y a des gens qui réussissent très bien là-dedans. Moi, j'ai besoin d'un truc plus, voilà, bon. En fait, moi, avant cette Inner Cycle là et tout, j'ai eu une bonne année, même je crois 2 ans, pratiquement 2 ans, où en fait j'ai développé un business à l'époque qui s'appelait Instagram Révolution, qui n'existe plus du tout aujourd'hui. J'ai décidé de même pas le revendre ou quoi, j'ai décidé d'enterrer ça complètement, dans le sens où justement spirituellement, si j'avais revendu ça, je vais expliquer après ce que c'était, c'est toujours ma signature, toujours ma création, et je raisonnais plus du tout avec ça. Mais en fait, c'était un business qui à l'époque exploitait des failles. Ça, c'est mon côté un peu geek, informatique, tout ça. Des failles sur Instagram qui permettaient d'avoir des croissances très rapides en termes d'interaction, de nouveaux followers qualifiés, de commentaires, tout ça.
et donc bâtir des grosses communautés et pourquoi pas attirer des partenariats, voire revendre ses comptes Instagram. Enfin, il y avait vraiment tout un tas de possibilités. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, je suis plus aligné avec ça, mais en gros, pendant un an, j'ai fait ça, un peu plus d'un an. Donc, j'ai vendu une formation numérique, un produit d'information, et clairement, pour être honnête, c'est ça qui m'a rapporté le plus. C'est j'ai fait les choses une fois, j'ai créé ce produit dans des capsules vidéo avec un espace membre et tout, boum, et ça me rapportait parce que je maîtrisais bien la publicité Facebook qui à l'époque en plus était très ouverte. Enfin, je veux dire beaucoup plus accessible qu'aujourd'hui avec beaucoup plus de possibilités et tout. Et ça pouvait générer voilà des 3-4 000 euros de bénéfices par jour. Donc forcément, une fois que tu as fait tes pubs, boum, tu scales tes pubs. Derrière, ça part tout seul, quoi. Mais je faisais aussi des accompagnements en perso avec des influenceurs, dont certains quand même bien connus et tout, même d'autres pays et tout ça. J'étais pas mal aux États-Unis d'ailleurs à ce moment-là. Et ce qui m'a en fait vite dégoûté, et ce qui a fait que, tu vois, j'aurais pu revendre ce business, j'aurais pu prendre 5-10 000 euros par mois sans rien faire, vraiment juste en gardant un droit d'image ou je ne sais quoi, tu vois, un contrat quelconque, on va dire. Ouais. Et j'ai pas voulu parce que je me suis rendu compte que dans ce business Instagram, là, c'était que des menteurs, en fait, et que moi-même, j'en devenais un, et que c'était vraiment un truc de paraître, on sourit, on monte les abdos, mais quand tu vois la personne en vrai, elle a beaucoup moins d'abdos, elle sourit beaucoup moins. Et ça m'a saoulé, quoi. Je me sentais pas aligné avec ça, et je me suis dit, tu sais quoi, je me suis vraiment posé la question, je me suis dit, allez, même si je pouvais prendre 100 000 euros par mois sans rien faire, franchement, je le ferais pas, parce que je sentais qu'énergétiquement, ça me plombait. Ouais. Et puis en plus, j'ai eu un moment où justement une grosse phase de doute dans ce business. Et par ma faute à moi, j'ai un peu, je sais pas, j'ai un peu fui ce business. Du coup, il y a des clients qui s'impatientaient. Je mettais plus de temps à répondre. Il y a des gens qui payaient pour des abonnements. Donc j'ai un peu auto-saboté ce truc-là. Et c'est d'ailleurs là que je me suis dit, attends, pourquoi j'auto-sabote un truc qui marche autant? Et là, j'ai compris. J'ai dit, ouais, mais parce que je m'écoute pas. Si je m'écoute vraiment, j'en ai rien à faire de faire de l'argent pour faire de l'argent. Il faut que je fasse de l'argent pour quelque chose qui me tienne à cœur, tu vois, spirituellement avant tout. Et c'est à partir de là, notamment, qu'est né donc les workshops et tout ça. Et après, la Société des alchimistes. Et entre-temps, voilà, j'ai eu des investissements, des petits placements, des trucs comme ça, mais c'était essentiellement Instagram Révolution, finalement, qui m'a rapporté beaucoup. Et après, ce que j'ai fait, et c'est ça qui m'a excité le plus, c'est que j'ai donc investi beaucoup dans l'humain, c'est-à-dire j'ai investi dans des potes à moi, tout simplement, au départ. Après, ça pouvait être plus ou moins des inconnus, mais généralement, c'est plus des gens que je connais quand même minimum. Et j'ai investi dans des gens, des amis à moi qui avaient un projet ou un copain qui a déjà une boîte et qui cherche à la développer et qui a besoin de 20, 30, 40, 50 000 euros ou plus, tu vois. Okay. Et c'est ça que j'ai fait beaucoup. Et aujourd'hui, sans rien faire, tous les mois, bah, j'ai ces copains qui me rendent un tel 350 euros par mois, un tel 1000 euros, un tel ceci, un tel cela. Et ça, c'est cool, tu vois. C'est des gens de confiance. Quand des fois, ils ont un peu des galères, bah, vas-y, au lieu de m'envoyer 500 ce mois-ci, bah, envoie-moi 1000 d'un coup le mois prochain. Comme ça, ce mois-ci, t'es tranquille. Enfin, tu vois. Et ça, j'aime bien parce qu'il y a un côté confiance, il y a un côté humain, il y a un côté spirituel et matériel, quoi, tu vois. Ouais, super. Maintenant, si tu as des projets peut-être professionnels, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plus en infoproduit, puisque tu as créé le Ouais, programme de réalité augmentée, un c'est autre ça. programme qui va sortir aussi dans les semaines qui viennent. Sur l'énergie sexuelle. Voilà. Donc, l'infoproduit, Voilà. Pour moi, oui, effectivement, l'infoproduit, je me rends compte que ça va vraiment être le cœur de ce que je vais pouvoir proposer pour plusieurs raisons. La première raison, c'est déjà la période actuelle qui fait que c'est quand même beaucoup plus difficile de. Bon, là, avec l'été, il lâche un peu du lest, mais on se doute qu'après l'été, ça va revenir à coup de variantes et compagnie. Bref. Et donc, c'est plus compliqué aujourd'hui de réunir des gens, de projeter des dates à l'avance comme des artistes, tu vois, finalement, voilà, ouais, tout à fait. qui iraient faire des tournées, tout simplement. La seconde raison, mais qui est en fait pour moi la raison principale, hein, finalement, Covid ou pas, c'est que lorsque je crée un produit d'information, il est accessible à vie par un nombre infini de personnes. Lorsque je crée un événement, on dépend de la taille de la salle, du fait que si je suis tout seul à enseigner, bah, je peux pas m'occuper je peux pas m'occuper qualitativement parlant de 100 personnes. Je vais être efficace avec 10, peut-être 20 personnes, et encore, ça dépend ce qu'on fait. Mais au bout de 30 personnes, c'est plus possible, tu vois, tu peux plus, tu vois, donc ça devient plus compliqué. Okay. Donc voilà, ouais, essentiellement, ça va être l'infoproduit. Et de manière plus secondaire, bah oui, de temps en temps, je peux organiser des retraites spirituelles ou des retraites, les deux, c'est-à-dire autant spirituelles que matérielles, voire des conférences, des week-ends, des ateliers, des immersions sur le business pur, où là, on est au costume cravate et on vient pas te parler du petit Jésus, des anges et des archanges et de la cinquième dimension.
On est clairement dans le concret, dans la matière. Mais cela dit, même si, voilà, non, pas dans le comment, parce que justement, même si je devais faire ça, finalement, moi, ce que j'enseignerais aux gens, je leur dirais, voilà, moi, je vais vous enseigner surtout l'état d'esprit, l'attitude. Donc, au final, il y aura une surcouche spirituelle. Mais disons que si c'est un public un peu moins friand de ces choses-là, bah, tu vas juste changer un petit peu tes mots. Tu vas peut-être pas leur parler de, je sais pas, de loi d'attraction, de trucs comme ça. Tu vas parler peut-être plus d'intention, de motivation, de détermination, de focus. Mindset, voilà. Mais finalement, c'est la même chose. Tu le dis juste avec d'autres mots. Donc, voilà. Infoproduit, stage, conférence, tout ça, retraite, ça viendra. Mais là, essentiellement, moi, ce qui m'amuse vraiment, c'est YouTube. Parce que finalement, YouTube, tu postes une vidéo. Les gens qui n'aiment pas, de toute façon, ils vont passer leur chemin. Et les gens à qui ça apporte, ben voilà, il y a des gens, moi, des fois, juste pour une vidéo, je sais pas, ils ont eu un gros déclic et ça a changé ça. Et ça me fait plaisir au final, tu vois. Et disons que les produits d'information, c'est facultatif, c'est 1%. YouTube, c'est 99%. Ceux qui veulent aller plus loin, ils ont le choix ou pas de payer pour les 1%, on va dire. Mais les autres, sinon, ils ont tout sur YouTube, sur les podcasts, comme on peut faire là, que je peux donner de bon cœur et tout, tu vois. Donc, voilà, on pourrait dire que c'est avant tout YouTube. Ouais. Je pense que c'est un bon support aujourd'hui pour ce que je peux partager, faire, etc. Et aussi, parce que sur YouTube, on peut pas tout dire finalement aujourd'hui. Ben, moi, j'ai créé mon propre YouTube, entre guillemets, qui est une plateforme qui va sortir là dans quelques jours avec le site internet et tout ça, qui sera en fait le club privé de LSDA, d'Astuces d'Alchimiste. Et là, je pourrais partager éventuellement des choses un petit peu plus poussées, un petit peu plus controversées, et pas risquer de se faire striker sa chaîne sur YouTube bêtement parce que tu as été un peu trop loin, entre guillemets, tu vois. Voilà. Bien, super. On a hâte de découvrir ça. Yes. Ok. Bah, du coup, on va rentrer maintenant vraiment dans le vif du sujet, spiritualité et argent. Donc, pour toi, bien sûr, pour toi, ce n'est pas dissocié. Tu peux nous dire pourquoi? Tu peux nous dire le et le ou que tu m'as expliqué l'autre jour. Ouais. Alors, le premier pourquoi, c'est que toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont fait beaucoup d'argent, pour certains, c'est des millions, et ça m'est arrivé de côtoyer quelques milliardaires, mais c'est-à-dire que donc dans cette catégorie de gens, on va dire, qui ont un certain mindset, sinon ils pourraient pas en être arrivés là. Et même s'ils en étaient arrivés là, ils pourraient pas en rester là. On le voit avec les gagnants au loto, hein. Du jour au lendemain, tu es riche. Oui. Dans les moins de 2 ans qui suivent, plus de 80% des gagnants au loto, à l'euro-million, tout ça reviennent exactement au point de départ. Parce qu'ils n'ont pas changé à l'intérieur, ils n'ont pas changé leur schéma financier intérieur, ils n'ont pas changé spirituellement. Et donc, dans ces gens-là, qui sont riches, j'ai observé qu'il y a des gens qui sont connectés, qui sont croyants, qui sont spirituels, qui sont, voilà. Il y en a qui sont religieux ou pas, mais il y en a qui sont croyants. Voilà, ça c'est sûr. Et il y a des gens qui vont te dire qu'ils croient en rien, que nanani, nanana, que la spiritualité, ils ont même jamais lu un livre de spiritualité, tout ça. Ok, ça c'est ce qu'ils disent, mais moi on m'a appris à ne pas écouter ce que les gens disent, mais à regarder ce qu'ils font. Donc, tu vas voir des gens, oh moi, mon argent, ça n'a rien à voir avec Jésus, la Bible, de toute façon je suis athée, puis les trucs spirituels, pour moi c'est des illuminés, je m'en fous, blablabla. Mais quand tu vas étudier un peu cette personne, la côtoyer un petit peu, tu vas te rendre compte qu'en fait elle est très spirituelle, mais elle s'en rend pas compte. Elle est très croyante, mais elle s'en rend pas compte. Au mieux, tu vas te rendre compte qu'elle croit très fort en elle, et elle croit effectivement rien d'autre. Mais le fait de croire très fort en elle, avec une foi immense, tu vois, ouais. En fait, c'est une façon pour moi de croire en Dieu, ou alors dans ce cas-là, tu peux remplacer Dieu par la vie, par l'univers. Si tu crois en toi, tu crois en la vie, tu crois en cette force créatrice, tu crois, peu importe comment tu appelles ça, après Dieu, l'univers, Jésus, que ton Jésus il soit noir ou blanc, que ton Dieu il soit indien, égyptien ou sud-américain, on s'en fout au final. Oui. Le fond du truc, tu vois, c'est que ces gens-là, ils ont la foi au final. Ah, okay. Et ils ont un haut niveau de foi. Et ceux qui te diraient qu'ils n'ont pas la foi, on pourrait dire en fait qu'ils ont un très très haut niveau d'estime d'eux. Ce qui pour moi, encore une fois, revient à un haut niveau d'estime dans cette partie spirituelle, voilà, dans le non visible, etc., quoi. Donc, c'est intéressant. La deuxième chose que j'ai pu observer, ce que tu me disais par rapport au et au ou, bah, c'est effectivement que souvent on est très tourmenté par cette éducation dans laquelle nous avons toutes et tous grandi, qui veut nous faire voir le monde tout le temps en ou. Soit je suis riche, ou alors je suis spirituel. Soit je suis en couple, soit je suis heureux. Ça peut être, je sais pas, soit je fume, soit je suis en bonne santé. Mais
on peut fumer et être en bonne santé. Tu vois, pourquoi l'un empêcherait l'autre? On peut être riche et être spirituel. On peut être riche, pourquoi pas brasser même des milliards et ne pas être un salaud, tu vois, et aller à l'église. On peut être riche et donner une grande partie de son argent, donc être généreux, tu vois. Enfin, et en fait, moi, je vois beaucoup de gens souvent, lors de coaching privé ou autre notamment, mais dans la vie de tous les jours, simplement en observant, hein, ils vont être bloqués dans ce truc du ou. Donc, soit je suis riche, soit je suis comme ça, soit je suis comme ça. Et moi, j'aurais envie de leur dire, bah non, sois riche et heureux et spirituel et épanoui et généreux et en bonne santé. Mhm. Et ça ne t'empêche pas de faire la fête. Et tu vois. Ouais, ouais. Et les gens que j'ai vus qui ont vraiment une grosse puissance de vie, une puissance spirituelle, mais qui du coup sur le plan de la vie matérielle, tu vois, Mhm. personnel, relationnel, spirituel, professionnel, financier, santé, énergie, tout ça, c'est des gens qui finalement sont très équilibrés, qui vont être très, par exemple, dans le don de soi, donner avant de recevoir. Ils vont faire des œuvres humanitaires, des trucs comme ça, mais par contre, ils n'hésitent pas des fois tu vois, à dire merde, à se réveiller, à se révolter. Ça, c'est des gens qui sont vraiment en face, qui sont équilibrés, quoi, qui sont ni trop extrémistes d'un côté ou ni trop extrémistes de l'autre. Ils sont au milieu, ils sont alignés, on pourrait dire. Et pour être vraiment aligné, pour moi, pour être vraiment donc dans ce juste milieu, Oui. qui fait que derrière, tu peux être vraiment équilibré dans toutes les facettes de ta vie, quoi. Ça va être justement, ça va passer par justement voir tout en et. Et à partir de là, non seulement tu vas être beaucoup plus à l'aise avec toi-même, mais tu vas surtout être beaucoup plus à l'aise avec les gens. Tu vas te dire, le type là-bas qui fait la guerre à son voisin parce qu'il pense pas comme lui, ben en fait, on s'en fout. Il est juste bloqué dans un schéma de ou. Et voilà, et on peut pas lui en vouloir. Et ça te fait lâcher prise aussi sur le monde extérieur qui est très en ou. Donc très en dualité, on pourrait dire, au final. Ouais. Alors, en fait, c'est plutôt. En tout cas, au niveau des youtubeurs et tout, si tu te considères comme un youtubeur, je sais pas, mais voilà, en francophonie, au niveau développement personnel, c'est très rare de voir des personnes qui ont les deux et qui présentent, en tout cas dans leur message, de ce qui est visible, hein. Je les connais pas tous intimement, mais il y en a qui sont développement personnel ou donc développement personnel, confiance en soi, business. Par contre, spiritualité, ils en parlent jamais. Et puis, tu as, les autres qui sont très spirituels, méditation, bien-être, Reiki, et qui parlent pas Et, d'argent. et ouais, ils vont pas te parler d'argent, ils vont pas te parler de mariage, ils vont pas te parler de relations, ils vont pas te parler que quand tu as un enfant qui se tue en voiture, tu as beau être spirituel, éveillé dans le moment présent, tout ça, ben, tu es déchiré, tu vomis tes tripes et tu as des émotions qui te traversent soudainement et qui te rappellent que tu es aussi un humain. Tu vois, comme on dit, l'âme, l'esprit est invincible, surpuissant, etc. Mais la chair est faible dans le sens où ben, l'humain que nous sommes, tu vois, il est fragile. Faible, faible c'est plutôt dans le sens fragile, quoi. Ouais. C'est pas, regarde, une Ferrari, c'est une voiture d'exception, c'est beaucoup plus fragile qu'une Peugeot. C'est une mécanique, tu changes ton embrayage tous les 10 000 bornes, si tu as de la chance. Si tu fais la conduire, peut-être 15 000, c'est vraiment bien la conduire. Peugeot, tu changes ton embrayage tous les 150 000, tu vois. Donc, c'est pas une faiblesse d'être fragile, c'est juste une sensibilité. Et effectivement, il y en a qui veulent. Donc, tu as ceux qui sont tellement matériels, mais qui n'ont pas vraiment cette sensibilité derrière, je sais pas, qui va peut-être les empêcher d'être sensibilistes spirituels, on pourrait dire, qui va peut-être les empêcher d'être généreux, d'avoir du cœur, d'être, j'en sais rien, d'être un peu tourné vers les autres plutôt que d'être trop tourné sur soi, etc. Et puis, tu as ceux qui sont trop fragiles spirituellement parlant, on va dire, pour être à l'aise dans leur basket, dans la dureté de la vie, on va dire. Et justement, la dualité de la vie, qui souvent nous pousse à choisir en ou. Soit je vais là, soit je vais là, soit je vais là, soit je vais là. Moi, je suis le genre de type, des fois, je suis là, ah, j'ai envie de manger chinois et italien. Bah, je vais sur Uber Eats et je commande les deux. Et puis voilà, comme ça, il n'y a pas une part de moi qui se sent lésée. C'est magnifique, c'est tellement simple, il fallait y penser. Voilà, c'est ça. Merci, tu m'arranges des soirées là. Tu vas faire ton entrée au restaurant chinois et tu vas continuer ton plat de résistance et ton dessert à l'italien. Voilà. Excellent, excellent. Du coup, oui, justement pour allier les deux, est-ce que tu dirais que il suffit de switcher cet état d'esprit en mettant plus en place des et à la place du ou dans notre vie du quotidien, en y pensant en conscience? Est-ce que ça suffit? Ou est-ce que tu penses qu'il y a une pratique précise à s'asseoir, mettre en place, je sais pas, de l'hypnose ou quelque chose? Alors, moi, je pense que c'est comme tout, ça passe toujours déjà par la prise de conscience. Donc, il va falloir bien se faire prendre
conscience à soi-même de comment on fonctionne. Et il va falloir être honnête avec soi et arrêter de mettre un peu du déni si on en met. C'est-à-dire, tu vas prendre une feuille à gauche, une feuille à droite, une feuille de papier, une feuille à gauche, une feuille à droite, prendre un crayon, et tu vas écrire sur une feuille ou et sur une feuille et tu vas regarder ce que tu fais naturellement. Et, par exemple, bah, tiens, je vois que j'arrive à être en couple et à être heureux et à avoir du temps libre. Par contre, je vois que j'arrive à être en couple, mais du coup, j'arrive pas à mettre du temps sur mon business que j'aimerais monter. Donc, du coup, là, il y a du ou, c'est-à-dire, je suis pas en couple et satisfait, on va dire, professionnellement parlant, financièrement parlant. Donc, déjà, tu vois, avec un petit exercice comme ça, tout bête, simplement de mettre en lumière, voilà. Ok. Après, il va falloir reconnaître, OK, tout ce qui est en ou, effectivement, je dois reconnaître et prendre la responsabilité que si je continue de fonctionner comme ça, forcément, je peux pas m'attendre à avoir des résultats différents. Et ça explique aussi pourquoi, justement, j'ai peut-être pas eu les résultats voulus ou que j'ai pas pu avoir plus de résultats, etc. Parce que, comme tu le sais, comme le disait notre cher Albert Einstein, voilà, il faut être fou pour continuer à faire la même chose en pensant que les résultats vont changer. Donc, prise de conscience, toujours. Donc, dès que tu as ces deux feuilles-là, ensuite, tu vas pouvoir te faire, alors là, ça dépend de chacun, mais tu vas pouvoir te mettre, je sais pas, des rappels dans ton téléphone qui tous les jours vont te faire te rappeler justement qu'il faut faire attention de regarder les choses en et pas en ou. Tu vas pouvoir te mettre des petits post-it dans des endroits où tu vas souvent, ta salle de bain, le rétro de ta voiture, ton bureau, ta chambre, avec un petit rappel, je sais pas, tu peux avoir un et tu peux avoir le ou à côté qui est barré pour petit à petit, parce que ça va pas se faire en claquant des doigts, ça va pas se faire juste en juste parce que tu en as pris conscience. Derrière, il va falloir en faire l'expérience. Et c'est l'expérience qui va faire, ça va changer derrière vraiment on pourrait dire les circuits neuronaux dans notre esprit et qui vont faire que petit à petit, on va passer d'une habitude à une autre et que ça va se faire naturellement. De la même manière que quelqu'un au début qui commence à faire du sport, il se traîne un peu, il a la flemme, c'est dur, oh, c'est douloureux, j'ai mal aux muscles et tout. Puis après 2 semaines, il peut plus s'arrêter, il rate une journée non, ça va pas, il faut qu'il aille faire du sport, même s'il pleut, tout ça. Ouais. Donc, voilà. Après, ça va être du coup de mettre en application tout ça et de reconnaître là, j'ai vu que là, je me suis pris la tête pour un truc. J'ai reconnu que j'étais en ou. Et ben, simplement prendre conscience de ses erreurs. Le but, c'est pas d'être monsieur parfait. Ça, on va laisser ça au truc New Age et tout. C'est justement de se rendre compte quand on fait des conneries, quand on raconte n'importe quoi, quand on s'est laissé embarquer dans je ne sais quoi, et de le reconnaître. Et c'est pour ça que moi, ce qui fonctionne bien pour moi, c'est de mettre un rappel dans mon iPhone tous les dimanches à la même heure, vers 11h du matin, là. J'ai un rappel qui sonne et qui me dit, voilà, réaliser une introspection de 15-20 minutes sur ma semaine et regarder là où tu as été un peu con, là où là tu étais complètement en dualité, tu étais complètement dans le ou, alors que tu n'as pas vu qu'en fait, là, avec le recul, hors de la situation dans laquelle tu étais peut-être un peu en colère, du coup, tu avais moins de discernement, et ben, tu n'as pas vu que tu aurais pu faire ça et ça, ou que tu aurais pu trouver une solution qui t'aurait arrangé toi et ton interlocuteur, au lieu de tout prendre pour toi et de laisser ton interlocuteur frustré et tout ça, tu vois. Okay. Et donc, voilà, c'est une prise de conscience. Mais derrière la prise de conscience, c'est aussi de reconnaître régulièrement et de se regarder en face, de dire, ah bah tiens, là, il y a eu ça, ça, ça. Et petit à petit, ça nous amène à changer parce qu'on se rend compte finalement que instinctivement, fonctionner en et, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus simple pour tout le monde, beaucoup plus fluide, beaucoup plus enrichissant. Et ça apporte beaucoup plus d'abondance à tout niveau dans sa vie que fonctionner en ou. C'est logique. Ah oui. Le type qui est borné parce il se rend même pas compte d'ailleurs, mais il a grandi dans un conditionnement religieux hyper paternaliste qui lui fait croire que on peut pas être spirituel et être riche parce que les riches sont des salauds, blablabla. Bah, il va en vouloir aux riches au lieu de se dire bon bah moi je suis spirituel, c'est peut-être pas mon but d'être riche, je suis peut-être pas riche, mais j'ai plus besoin de me prendre la tête à avoir une colère envers les gens riches parce que je comprends qu'en fait ça a rien à voir, c'est un combat qui n'a même pas lieu d'être parce que c'est une illusion, tu vois. Oui, il y a des gens cons chez les riches, il y a des gens malheureux, mais il y a des gens aussi très heureux, il y a des gens très généreux et voilà. Il y a des gens qui critiquent Zuckerberg, le patron de Facebook, constamment. Et il y a de quoi, franchement, il y a de quoi. Mais on dirait qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils reversent, je dis bien, 99% de ce qu'ils gagnent. On parle de 99%, pas 90, 99. Donc, c'est-à-dire que le mec, il gagne 3-4 millions par jour, il en reverse 99%. Donc oui, il y a plein de trucs discutables, c'est capitaliste, c'est blablabla, ils espionnent nos données et tout. Mais tu vois, c'est regarder que au lieu de voir ça en ou, bah on peut voir ça en et. Ok, j'aime pas trop Zuckerberg pour ça, ça, ça. J'aime pas trop Facebook pour ça, ça, ça. Mais là, c'est là que vient le et. Je l'adore parce que putain, le mec, c'est un des seuls au monde dans les très très riches
a reversé 99%. Et ça, on peut pas lui enlever, tu vois. Ah ouais. Donc, Il y a voilà, ça. j'aime pas Facebook parce qu'ils prennent mes données. Mhm. Et en même temps, je suis content de l'utiliser parce que je peux être en relation avec des gens des quatre coins du monde à toute heure, 24 heures sur 24. Donc, il y aura toujours du pour et du contre, tu vois. En fait, le point que je veux faire, c'est que les gens, on se prend la tête pour rien. Parce qu'en fait, comme j'avais dit une fois dans une de mes vidéos, il y a des gens qui ont adoré Hitler et il y a des gens qui ont détesté Mère Teresa. Et pour un type comme toi et moi, qui sont a priori plutôt sains d'esprit, plutôt pour la paix que l'inverse, on peut trouver ça fou quand on entend qu'il y a des gens qui ont adoré Hitler, tu vois. Eh ben non, c'est pour dire qu'il y a toujours du pour et du contre chez tout le monde. Et même moi, je suis sûr que si j'analyse Hitler, dans qui il a été et dans qui il n'a pas été, je suis sûr que je vais pouvoir en retirer des leçons. Même si je pourrais dire, ah bah non, c'est avant tout un odieux personnage, tu vois. Donc, on se prend la tête à être tout le temps d'un côté ou de l'autre. Comme en politique, oh, lui c'est un con parce qu'il est de droite, lui c'est un con parce qu'il est de gauche et que moi je suis de droite. Pourquoi on pourrait pas être au milieu et dire, bah à gauche, là il y a quelques bonnes idées, il y a aussi des trucs qui vont pas. Puis à droite, il y a aussi, tu vois, moi je suis pas du tout politique, mais ce que je veux dire, c'est que si je devais créer un parti, je serais au milieu et j'irais autant prendre des choses chez l'extrême droite que chez l'extrême gauche, que chez la droite, que chez la gauche, et je rassemblerais ça au milieu en essayant de trouver le juste milieu. Ouais. C'est ça, là, en fait, l'alignement, la voie du milieu, le Tao. Et c'est ça qui fait que, selon moi, tu peux concilier spiritualité, argent et bonheur aussi, tant qu'à faire. Juste ton point de vue sur quelque chose qui me titille un peu là, dans ce que tu dis. Ouais. Perche, là. Il y a une contradiction en moi et peut-être certains de nos auditeurs. Bon, j'ai une idée de la réponse, mais comment tu vois ça, toi? Est-ce que le « et », justement, je peux être spirituel et je peux gagner plein d'argent et je peux être heureux en amour et je peux avoir une relation avec les amis et voyager? Est-ce que c'est en contradiction un petit peu avec notamment ce que notre cher Kevin Trudeau, qu'on a en commun, dit par rapport à la focalisation? Et que si on veut, par exemple, réussir dans un business, il faut focaliser pendant un temps et mettre de côté le reste. Comment tu vois? Ça, c'est deux choses différentes. Parce que là, tu me fais parler moi, et moi, je te parle d'où j'en suis actuellement. Et effectivement, je me sens comme Salomon. Après, chacun jugera par lui-même. Mais c'est-à-dire que spirituellement, je me sens riche. Et matériellement, bah, je me sens riche. C'est-à-dire, on s'en fout de savoir combien je gagne. Moi, pour moi, être riche, c'est est-ce que j'ai suffisamment d'argent pour être libre? Et si l'argent… En fait, la question que je me pose, moi, c'est si l'argent n'était pas la question, imaginons que tout soit gratuit pour moi, je ne sais pas pour quelle raison, qu'est-ce que je serais en train de faire de ma vie? Et une fois que tu trouves la réponse à cette question, si tu te dis, bah, c'est exactement ce que je suis en train de faire maintenant, déjà c'est bien, ça veut dire que tu es à ta place, tu es en train de jouer ta note au sens, si on était un instrument, qu'on avait une note spécifique à jouer sur Terre, bah voilà, tu es en train d'incarner qui t'es. Bon, ça, je peux répondre oui. Et est-ce que j'ai suffisamment d'argent pour jouer ma note? Moi, dans mon cas à moi, ma note de musique, c'est voyager, explorer le monde. Donc, ça veut dire prendre des avions, des logements, des trucs, etc. C'est quand même un budget. Maintenant, j'ai pas besoin de voyager en business tout le temps. Si je vois que je peux voyager, ne serait-ce qu'en éco, bah, c'est cool, ça suffit. Ça me permet de… Tu vois. Donc, ça, c'est la première question à se poser déjà pour un peu lâcher du lest. Ouais. Je dis ça parce que donc oui, aujourd'hui, j'ai cette richesse spirituelle, matérielle. J'ai dans les amours, ça va très bien. Enfin, en gros, ma vie est équilibrée, c'est-à-dire la santé. J'ai le temps de bien manger. J'ai le temps de m'occuper de ma copine, de ma relation, de nous, etc. J'ai le temps de m'occuper de là, je suis rentré voir mes parents, ma famille, tout ça. Je peux voyager, je peux m'occuper de mes affaires, etc. Okay. Mais attention, j'en suis là aujourd'hui parce que avant ça, j'ai eu une période qui a duré à peu près 1 an où j'ai été vraiment démesuré. Et ça, je dis ça parce que justement, Kevin Trudeau, il explique que les gens qui ont incroyablement réussi sont obligés de passer par la case être démesurés, au moins pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire 1 an ou 2. C'est-à-dire, quand tu regardes la vie d'un champion olympique qui a raflé la médaille d'or, les 2 années qui ont suivi, il était complètement déséquilibré. Il mangeait de manière déséquilibrée, c'est-à-dire au millimètre. Il dormait de manière tellement précise qu'on pourrait dire que c'est déséquilibré. Il n'avait pas le temps d'aller faire du cinéma. Il n'avait pas le temps d'aller avec sa copine. Tu vois, il n'a peut-être même pas de relation de couple parce que ça, c'est pas possible, tu vois. Ouais. Là, dans ce cas de figure-là, c'est différent parce que tu fais un sacrifice volontaire. Tu comprends que si tu n'es pas déséquilibré, tu vas pas pouvoir atteindre la médaille d'or.
ce que Trudeau explique, c'est qu'il dit, si vous voulez avoir une vie équilibrée, avoir le temps de faire du yoga et vous occuper de votre femme et vous occuper de vos enfants et d'apprendre l'anglais et d'avoir un business qui vous plaît et de faire YouTube, j'en sais rien, et le week-end d'aller voir vos copains, de jouer au foot et tout. Oui, vous allez pouvoir le faire, mais vous serez jamais ultra, ultra, ultra successful ou ultra, ultra, ultra riche. Mais en fait, on s'en fout parce que c'est pas le but de beaucoup de gens finalement d'être millionnaire, d'être tu vois, il y a beaucoup de gens, ils veulent être millionnaires, mais ils savent même pas pourquoi. C'est juste parce que ça fait bien dans leur tête que la case. Mais tu sais, quand tu passes de 900 000 euros en valeur nette à 1 million, ça n'a rien changé du tout en vrai. Tu as juste 100 000 euros de plus. À ce stade-là, c'est plus grand-chose de plus. Oui. Et en gros, c'est pas comme un jeu vidéo où quand tu atteins la case millionnaire, boum, il y a un truc qui se passe et ça te débloque des nouvelles fonctions. Non, tu restes exactement la même personne. Donc en fait, c'est ça, c'est que par rapport à ce que tu dis, c'est intéressant parce que oui, si tu veux réussir dans quoi que ce soit, hein, pas juste par rapport à l'argent, bah voilà, il va falloir y mettre du sien et ça peut demander effectivement du sacrifice. Mais je pense que même dans ça, tu peux réussir à concilier le et avec le et, c'est-à-dire si je suis par exemple, moi je te prends mon exemple à moi, quand j'étais ultra focalisé dans les affaires parce que mon désir ardent à ce moment-là, c'était d'être vraiment libre financièrement, de gagner plus de 10 000 euros par mois, d'avoir des revenus passifs, donc c'est-à-dire j'ai entre guillemets rien besoin de faire, ça tombe tout seul. Ouais. Et ben j'avais plus le temps de me faire à manger, alors qu'à la base je passais 1 heure ou 2 par jour à me faire des super bouffes bio, à choisir mes aliments. Bah là c'était du tout fait, du sandwich Carrefour, c'était même plus bio. Enfin, j'avais plus le temps pour ça. J'avais plus le temps pour les filles, j'avais plus le temps pour peut-être même faire du sport. Au lieu de faire un entraînement par jour, bah, je faisais peut-être que 20 pompes le mardi, ce qui est rien, ça prend 10 minutes. Enfin, même pas, je dis ça prend 20 pompes, façon de parler. Bref, je faisais 5 minutes de pompe le mardi, 15 minutes d'abdos le dimanche. Mais tu vois, donc, ouais, j'étais déséquilibré. Okay. Mais du coup, quand tu sais que tu vas être déséquilibré, tu le fais volontairement. Et là, tu essaies de voir qu'est-ce que tu as envie vraiment de garder malgré tout, quoi. C'est-à-dire, OK, je sais que j'ai pas le temps de bien manger. Peut-être que j'ai le temps dans ces cas-là de me faire livrer ou de payer quelqu'un qui me fait mes repas à l'avance, tu vois. Ouais. Donc, tu peux être déséquilibré et manger correctement. Ou alors, tu peux être déséquilibré et faire le choix de manger de la merde. Donc, dans ce cas-là, je suis déséquilibré et je mange de la merde. Mais là, c'est un choix conscient. C'est pas un truc que tu subis. T'en es pas un effet, t'en es la cause. Ouais. Voilà. Okay. Ça m'arrive des fois d'être déséquilibré. Encore récemment, j'ai eu un moment où j'ai été vraiment déséquilibré. J'ai averti ma copine. Je lui ai dit, voilà, je vais avoir moins de temps pour nous. J'avais moins de temps pour me faire à manger. Donc, j'étais avec un ami qui était cuisinier. J'ai trouvé un petit deal. Fais-moi à manger. Tu vois, tu essaies d'organiser derrière, quoi. Ouais. Mais sinon, tu reconnais que ta vie va forcément être un peu décalée. Donc ça, non, c'est normal. Ok. Merci pour cet éclaircissement. Donc, ouais, vraiment, tu peux nous récapituler, du coup, premièrement, avoir conscience de la chose. Voilà. Alors, avoir conscience de ce processus qui se joue à notre insu constamment en nous, en fait, et autour de nous. Oui. Ne pas se laisser, du coup, à partir de là, happer dans le piège qui voudrait que, tu sais, par exemple, on va juger quand on voit les autres faire ce que nous, on essaie de plus faire. Et surtout essayer d'être indulgent avec soi-même et de pas trop être difficile quand on s'observe à fonctionner en haut parce que ça prend du temps. Tu sais, si tu as 30 ans, ça peut prendre potentiellement, on peut parler d'un reconditionnement, donc de réécrire un nouveau programme par-dessus un ancien programme qui lui a été actif et donc vrai pendant 30 ans. Donc toi, ça peut prendre du temps. Oui. Et une fois qu'on en a conscience, mettre en place une routine où on va prendre du temps en conscience de s'auto-observer, c'est-à-dire ne pas attendre que par miracle, de temps en temps, là, je me suis rendu compte que j'ai un peu déconné. Non, tu mets un rappel ou tu mets un mot sur ton frigo, j'en sais rien, mais chaque semaine, ou 2 fois par semaine, ou 3 fois par semaine, ça dépend de chacun, prendre 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes pour se poser, regarder. Là, j'ai fait ci, là, j'ai fait ça. Et derrière, rejouer le scénario. Tiens, comment j'aurais pu, là, faire le truc. Il ne s'agit pas juste de prendre conscience, mais il s'agit après mentalement de se projeter, on pourrait dire, dans une version d'un moi idéal qui, on le voit agir à notre place. Qu'est-ce que lui aurait fait ? Tiens, là, au lieu de me prendre la tête avec la caissière, j'aurais pu trouver un truc qui allait dans son sens et qui allait aussi dans mon sens. Donc, ça allait peut-être pas à 100% dans son sens, peut-être pas à 100% dans mon sens, mais au moins, on était dans un processus de « et », ce qui évite de la frustration, une dispute, voilà. Ok, merci. Alors, du coup, en parlant de programme,
tu peux un peu nous parler de tes programmes qui sont actuellement disponibles. Tu peux nous expliquer un peu le programme de réalité augmentée, par exemple. Est-ce que tu peux... Ouais, je vais t'expliquer très brièvement. Les gens pourront se renseigner. Oui, et oui, tu peux nous dire l'adresse du site aussi en même temps. Il y a des trains, il y a des trains. Alors, en fait, c'est simple. Je vais être assez bref sur tout ce que je fais pour pas te prendre trop de temps, parce que autant qu'on utilise ce temps à meilleur escient. Mais en gros, www.lasociétédesalchimistes.com, les gens pourront retrouver tout ce que je peux proposer. Je vais proposer donc essentiellement des produits qui vont être des produits d'information sous forme de vidéos, de cours par email, etc. Je peux proposer aussi quelques services, que ce soit dans l'énergétique, dans le business, dans le mentoring, dans l'accompagnement, choses comme ça. Mais ça, généralement, j'ai moins de temps pour ça. Et en gros, actuellement, donc, j'ai un programme de réalité augmentée que j'ai créé il y a pas loin d'un an, qui est un programme donc vidéo avec des audios que les gens peuvent télécharger, écouter, mettre sur leurs différents appareils, etc. Et écouter donc à tout moment de la journée. Ce sont en fait, c'est un programme qui, au-delà des audios, permet aux gens de visualiser et de jouer avec ce qu'on appelle des modalités et des sous-modalités dans notre cerveau. Et en fait, de pouvoir, alors il y a deux côtés, enlever des mauvaises herbes, enlever des phobies, enlever des addictions, je sais pas, quelqu'un qui a un deuil ou quelqu'un qui est affecté par quelque chose ou par quelqu'un, réussir complètement à shifter tout ça. Et à l'inverse, on peut aussi semer de très belles graines, c'est-à-dire être en pleine forme, développer une belle habitude, être optimiste, attirer à soi. Je sais pas, j'ai eu tellement de retours, tellement de témoignages, on en voit régulièrement dans le groupe et tout Facebook, qui est réservé aux membres, de gens, je sais pas, ils ont trouvé l'amour, ils ont arrêté de fumer, ils étaient épileptiques, ils n'ont plus jamais eu de crise depuis, ils ont, j'en sais rien, ils sont plus positifs, ils ont moins de peur, moins de stress. Il y en a, enfin, tu vois, bref, ça peut marcher vraiment pour tout. Quand on comprend que le centre de contrôle de qui on est, c'est vraiment à la base notre mental et il s'agit simplement d'apprendre à l'utiliser. Okay. Ensuite, là, très prochainement, j'ai un programme qui sort sur la maîtrise de l'énergie sexuelle, autant pour les hommes que pour les femmes. Donc là, on peut parler de devenir ce qu'on appelle un homme multi-orgasmique, dissocier l'éjaculation de l'orgasme, tenir, si on le souhaite, des heures au lit, même si c'est pas forcément nécessaire, ne plus éjaculer, donc ne plus perdre une précieuse énergie, mine de rien. Et du coup, si on n'éjacule plus, mais qu'on a quand même des orgasmes, eh ben, c'est transmuter cette énergie pour la rediriger vers une force créatrice qu'on va justement pouvoir utiliser pour une spiritualité beaucoup plus puissante, beaucoup plus profonde et dans les affaires, etc. Beaucoup de gens en fait, la majorité des gens, notamment chez les hommes qui réussissent sur le plan financier, etc., ce sont des gens qui arrivent à canaliser leur énergie sexuelle dans autre chose que se vider littéralement, tu vois. D'accord, ça, on n'en parle pas, ça. Ah non, on en parle très peu. Napoleon Hill, il en parle très brièvement dans justement ce fameux livre Réfléchissez, devenez riche. Il en parle un peu plus dans la loi du succès en 17 leçons, là, en 16 leçons, je sais plus. Et, mais en gros, voilà, l'énergie sexuelle, c'est très important de la rediriger. Et ce programme permet, au-delà, en fait, tout le monde va y trouver son compte. C'est-à-dire, il y en a, le côté très performance, ils vont trouver leur compte. Et ceux qui sont dans le côté très transmutation de l'énergie sexuelle, etc., ouverture des perceptions subtiles et tout, ils vont trouver aussi leur compte parce que tout part sur l'énergie sexuelle. Ouais. Et à la suite, je peux te spoiler un peu, il va y avoir un programme qui va sortir très bientôt aussi sur un programme de déchargement, de nettoyage de la conscience cellulaire, les traumas qu'on a pu accumuler, donc émotionnels, psychosomatiques, physiques, etc. Magnifique. On va pouvoir donc vraiment décharger grâce à des techniques qui sont issues des guérisseurs philippins et d'un grand mentor avec qui je travaille depuis un petit moment, qui est aussi docteur homéopathe, qui était disciple de Sai Baba, vraiment quelqu'un qui pèse très lourd quoi dans ce domaine-là, on va dire. Wow. Et à la suite de ça, j'ai d'autres programmes qui vont sortir, certains sur la respiration, où je donne toutes mes meilleures techniques de respiration. Okay. Des programmes sur la vente, je vais beaucoup avoir de choses qui vont sortir, voilà. Et après, j'ai des mentorings, des accompagnements, des choses, etc. Mais encore une fois, voilà, sur le site internet, tout y est. Oui, voilà. Tu rassembles tout sur la Société des alchimistes, on est d'accord. Ouais. C'est ça. Ok. Et voilà. Du coup, vu que par rapport à l'énergie sexuelle, toi qui as rencontré du coup plusieurs millionnaires, est-ce que tu confirmes ce que Napoleon Hill a dit qu'ils ont tous une énergie sexuelle assez puissante? Et je confirme à 100%. En fait, il y a un truc qui m'a fait assez tomber de ma chaise. Tu sais, on entend souvent, et c'est là qu'on voit que c'est un cliché, on entend souvent que les hommes, notamment,
qui vont d'un coup se mettre à être riches vont se retrouver à être heureux en amour ou en tout cas avoir plein de filles qui leur tournent autour. Oui. Alors là, il n'y a pas de jugement à avoir. On pourrait dire c'est des filles vénales, machin, tout ça. Bon, ok. Mhm. Bah moi, j'ai observé que fille vénale ou pas, bah non, rien du tout. C'est-à-dire, en fait, quand tu commences à gagner 30, 40, 50 000 euros par mois, ça commence quand même à être un salaire, tu vois, le petit footballeur. Je sais même pas vraiment combien gagne un petit footballeur, entre guillemets, ni un gros d'ailleurs, mais je sais que ça commence à être quelque chose qui, si on écoute les gens, on devrait avoir plein de filles. Et ben franchement, je peux te dire que moi, dans mon cas, pas du tout. Et par contre, les gens qui sont ce qu'on appelle des riches, c'est-à-dire ils sont pas seulement riches sur le plan financier, mais ils sont riches aussi intérieurement. C'est surtout ça en fait qui va faire qu'ils ont une grosse attraction sexuelle, une grosse énergie sexuelle. Et en définitive, on parle de charisme. En fait, le charisme, bah, c'est quoi? Bah, c'est simple, c'est l'aura, c'est ce qu'on dégage, c'est, tu vois. Donc Ouais. le charisme n'a rien à voir avec la beauté, n'a rien à voir avec ce que tu as sur ton compte en banque, n'a rien à voir avec voilà. Pourquoi chez beaucoup d'hommes qui ont de l'argent, effectivement, ils ont une grosse énergie, ils ont beaucoup de charisme, ils ont beaucoup d'aura, Oui. ils ont beaucoup de présence, et même s'ils sont pas beaux du tout, ils ont potentiellement des très belles filles. C'est parce que, en fait, il y a un concept qui dit que ça n'est pas l'argent qui donne l'attitude, c'est l'attitude qui donne l'argent. Et tu vois, moi, ça m'est arrivé de gagner de l'argent, mais d'avoir pourtant une attitude vraiment de merde, et l'argent ne fait que révéler ce qu'on est. Et à cette époque-là, ça a révélé le type encore bien brisé à cette époque que j'étais, et l'argent m'a vraiment mis 6 pieds sous terre, et du coup, je peux te dire que je n'étais pas du tout rayonnant, ni attirant, ni rien du tout. Par contre, donc, parce que j'étais un riche pauvre, c'est-à-dire, tu peux être riche sur le plan financier, mais pauvre sur le plan émotionnel, de bonheur, etc., etc. Tu vois que l'argent, quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, c'est ni vrai ni faux. C'est une connerie de dire que c'est vrai, et c'est une connerie tout aussi grosse de dire que c'est faux. Ça amplifie juste ce qu'on est. Par contre, quand tu deviens vraiment riche, et que tu arrives justement à être à l'aise avec l'argent, ce qui n'est pas forcément évident, avec le recul, en tout cas pour moi, Mhm. là, tu développes une personnalité qui est effectivement très attractive et qui est très, tu vois, qui attire à elle naturellement. C'est-à-dire que t'es plus en phase, ça t'oblige en fait à être plus en phase avec qui t'es. Donc ton énergie, elle est plus fluide, elle circule plus facilement, plus naturellement, etc. Et tu deviens effectivement plus attirant. Mais du coup, le contraire est vrai aussi. Il y a des gens qui sont riches intérieurement, qui sont pas forcément plus riches que ça sur le plan matériel, et qui sont tout attractifs que des types qui sont multimillionnaires ou multimilliardaires, tu vois. Et là, je parle pour des filles, évidemment, qui viennent pas par un intérêt purement financier, tu vois, des gold diggers, comme on dit aujourd'hui. Tu vois? Ouais. Donc, ça marche aussi dans l'autre sens, les hommes vis-à-vis des femmes et tout ça, tu vois. Donc, l'énergie sexuelle, elle se développe, mais elle se développe avant tout en gros, plus tu es toi-même, et plus tu es attirant, beau, rayonnant, etc. Et j'ai vu des filles qui sont pas spécialement belles physiquement être très attirantes. Ouais. Et Et j'ai c'est le vu charisme. l'inverse chez des hommes, etc. Ah, c'est le charisme, l'énergie, l'aura. C'est ça, il y a des filles très belles qui galèrent en amour, qui personne les regarde limite alors qu'elles sont belles parce que je sais pas, c'est instinctif, il n'y a pas besoin d'être connecté spirituel ou quoi quand tu es un homme pour te rendre compte que cette fille-là, oh là là, elle a l'air d'être vraiment une chieuse, elle a l'air d'être vraiment emmerdante, elle a l'air déprimée, tu vois. Et à l'inverse, une fille n'a pas besoin d'être médium pour voir qu'un type, il peut être effectivement en Ferrari ou ce que tu veux, mais ça a l'air d'être un gros con, plein d'ego, plein de vanité, tout ça, et qui est pauvre à l'intérieur. Donc, c'est de l'énergie, tout ça. Et ça se développe. Donc, je mettrai le lien sur ce podcast pour ton site, pour te contacter. Je Mhm. mettrai aussi la formation à venir sur l'énergie sexuelle. Ta chaîne, Réussir. je t'en prie. La chaîne YouTube, c'est la Société des Alchimistes, c'est ça le nom, hein? Exactement. Ah, nickel. Que j'invite tout le monde à aller voir parce que c'est du contenu vraiment de qualité. Et d'ailleurs, j'en profite pour te remercier publiquement déjà pour ce que tu donnes dans tes vidéos. C'est déjà énorme. Moi, ça me touche beaucoup. Je regarde beaucoup de tes vidéos. Ça me fait du bien. Merci beaucoup pour ta reconnaissance et ça peut faire du bien à d'autres personnes, tant mieux. Et s'il y a des gens qui vont dire, oh là là, celui-là, je ne peux pas du tout le saquer, c'est tout à fait OK. Tout à l'heure, je parlais des restaurants, tu sais. Et justement, il y a des trucs, des fois, qui me font halluciner, c'est qu'on perd de l'énergie à
simplement à manifester son mécontentement ou à dire à quelqu'un qu'on l'aime pas ou que c'est un con, tout simplement. Tu vois, on a le droit de penser que je suis un con ou que toi, tu es un con ou tout ça. Mais tu vois, quand tu passes devant un restaurant chinois, disons que tu détestes cette nourriture, tu vas pas rentrer dans le resto pour dire, dis donc, vous êtes des cons, j'aime pas, c'est nul, blablabla. Non, Oui. tu passes ton chemin et tu vas là où t'aimes. Et du coup, le point que je veux faire, c'est voilà, de pas perdre de temps avec. Si vous aimez, tant mieux. Si vous aimez un petit peu, tant mieux. Si vous aimez pas du tout, tant mieux aussi. Allez ailleurs. Ça, c'est important. Je parle pas que pour moi, je parle pour tout le monde parce que justement, ça va avec le sujet de ce qu'on a dit là, le ou et le et, pour éviter de perdre son énergie. Simplement comprendre qu'en fait, on peut pas aimer tout le monde et que c'est très bien comme ça. En fait, c'est parfait. Ouais. Heureusement. Tout à fait. Du coup, on arrive à la fin tranquillement de cette interview. Et pour finir, j'ai 2 questions que je pose à toutes les personnes que j'interviewe. Premièrement, quel est le dernier livre que tu as lu? Que je suis en train de lire là en ce moment ou que j'ai fini? Ou les deux, allez, dis-nous les deux. Alors là, le livre que je suis en train de lire là en ce moment, Ouais. j'en ai 2 avec moi. Okay. C'est la Bible. Ah, la Bible, je connais. La Bible. Et qui connaît pas? Même si on l'a pas lu, on a au moins entendu le nom. Et je suis en train de lire 7 jours pour changer de vie, qui est un livre sur lequel je me suis aussi pas mal appuyé pour créer le programme Réalité Augmentée, puisque c'est un livre qui explique en fait comment justement jouer avec la visualisation créatrice, donc avec son propre mental, son propre esprit, en fermant les yeux, pour changer des choses, donc à la fois déraciner et planter, c'est-à-dire à la fois enlever des choses qui nous embêtent et à la fois rajouter des choses qui n'étaient pas là ou amplifier des choses qu'on voudrait voir plus automatiques, naturelles, faciles, etc. D'accord. Voilà. Avant ça, le livre que j'ai fini, je crois que c'était Plus malin que le diable, de Napoleon Hill. Voilà. Ah, c'est marrant, la Bible est plus malin que le diable. Pour comprendre l'un, il faut comprendre l'autre. Eh oui, eh oui. Le diable et le divin, le créateur, tout ça. Parce que rien n'existe sans son contraire. En fait, c'est ça le point de tout ça, c'est que comme rien n'existe sans son contraire, la gauche n'existe pas sans la droite, l'homme n'existe pas sans la femme, le masculin sans le féminin, celui qui est intelligent versus celui qui est un peu, on va dire, ignorant, celui qui est drôle, celui qui est pas drôle, tu vois, le triste, le déprimé et celui qui est heureux, qui est joyeux, ça. Rien n'existe sans son contraire. Donc, à partir de là, pourquoi condamner le contraire? J'aime pas ça, c'est le contraire de ce que j'aime. Il y a des gens qui vont aimer ça, donc c'est cool. Je le mets en et du coup. Ouais. Et en fait, la dualité fait qu'on se prend beaucoup la tête malgré nous pour tout un tas de choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc, c'est pour ça que je remets une couche sur ça. Excellent, excellent. Voilà. Merci. Voilà pour cette question. Merci. Et la dernière question. À ton avis, l'avenir de la spiritualité en France et ou à l'international, ta vision sur l'avenir de ça dans le monde? Je pense qu'on est en plein dedans avec ce qui se passe en ce moment. C'est qu'en ce moment, ce monde, où nous sommes maintenant dans un monde masqué, c'est le reflet de tous les masques que l'humain s'inflige à lui-même, ou je crois qu'il s'en rend même pas compte. Mais en fait, c'est le résultat de tous ces masques qu'on met à titre individuel, donc à titre collectif depuis des millénaires. On fait comme si on s'en foutait de polluer et que ça n'ait pas un impact sur le climat. On fait comme si, tu vois, bref. Bon, je pourrais te donner plein d'exemples. Je pense que l'idée, elle est comprise derrière ça, mais c'est que, du coup, aujourd'hui, toute la merde qui était enterrée sous le tapis, si on peut dire ça comme ça, elle est en train de ressortir. Parce qu'à un moment donné, faut bien que ça ressorte, quoi. Oui. Et là, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, ça amène effectivement beaucoup de restrictions, beaucoup de tensions, là, la dualité, on la sent beaucoup plus qu'avant. On sent beaucoup moins la liberté qu'on avait. Oui. Et pour moi, c'est une transition inévitable. En fait, c'est un peu l'apocalypse dans la Bible, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est pas l'apocalypse dans le sens où on va tous mourir, les nazis sont de retour, je ne sais quoi. C'est dans le sens où c'est comme quand tu fais un jeûne, J-E-U, accent circonflexe, N-E, au début, les 3-4 premiers jours, quand tu te prives de manger ou de boire ou les deux, c'est dur, tu es fatigué, tu sens pas bon, tu as des boutons qui ressortent, en gros, ton corps est en train de se nettoyer, tu vois, voilà. Mais c'est nécessaire pour que le 4e ou 5e jour, là, ton corps, il soit tout neuf, tu vois. Donc, il faut des fois qu'il y ait un peu une tempête pour que derrière, le beau temps qui arrive, il soit durable et qu'il amène des nouvelles variétés, on va dire, de végétation, tu vois, dans cet exemple-là. Donc, je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre là. Et ce qu'on est en train de vivre là est une transition vers un monde actuel qui est
matériel, compétition, moi je réussir, avec même ne serait-ce que l'idée de réussir, tu vois. Parce que quand tu as l'idée de réussir, ça amène automatiquement l'idée de potentiellement échouer, ça amène forcément l'un ou l'autre, les deux, puisque les deux sont les deux faces d'une même pièce. Et je pense que ce monde-là, un peu de compétition qui fait que ça part beaucoup en couille, qui fait qu'on va aller tirer sur son voisin pour lui voler son pétrole, et en retour, notre voisin va nous tirer dessus pour, j'en sais rien, pour une autre histoire, tu vois. Ouais. Et ben, je pense que ce monde-là, il est en train de s'écrouler, il doit s'écrouler, même s'il doit passer par des guerres, des temps difficiles, des restrictions, des Covid, des manipulations de masse, et on en passe, pour que derrière, pour moi, c'est simple, on est dans un énorme jeu vidéo, pour simplifier, ben, ceux qui se mettent pas à jour, ça pourra plus fonctionner. Moi, si je mets pas à jour mon logiciel de montage sur mon MacBook que je viens de mettre à jour, ils vont me dire désolé, ce logiciel ne peut plus fonctionner avec votre dernière version de Mac. Merci de mettre à jour votre logiciel. Et ben, les gens vont dire que c'est le logiciel et la vie c'est le programme. Ben, le programme aujourd'hui il dit ok, aujourd'hui ça devient important, urgent même, nécessaire. Là, le programme qui est la vie, incluant la société, boum, moi je viens de me mettre à jour. Maintenant, vous, les humains qui êtes les programmes du programme, les sous-programmes, on va dire, ceux qui se mettent pas à jour, ils dégagent. Tu vois, ils vont dégager d'une manière ou d'une autre. Ceux qui vont se mettre à jour, ils vont rester. Et ceux qui vont rester, ça va impliquer des gens qui, pour moi, ont un niveau de conscience quand même bien plus haut que la plupart des gens qui ont aucun niveau de conscience, tu vois, là, je parle vraiment alors je prends un exemple stéréotypé, mais le type qui mange chez McDo 3 fois par semaine, qui balance tous ses trucs par la fenêtre, qui fume, qui boit, qui bat sa femme, qui en a rien à faire, qui croit qu'il a tout le temps raison. Ça, c'est ce genre de personnes-là, c'est plus possible, tu vois. Parce qu'ils vont se faire écraser, ils vont mourir eux-mêmes, quoi. Par contre, ceux qui ont un peu plus conscience, qui vont être plus souples, etc., plus tolérants, plus dans la compassion, plus dans, il n'y a pas que moi, il y a aussi mon voisin. Quand je fais quelque chose, ça a un impact aussi ici et pas que dans mon pays, tu vois. C'est là que ceux-là vont rester dans le jeu. Et je pense que du coup, toute la spiritualité et le développement personnel qu'on nous vend depuis tout ce temps-là, qui est une théorie pour moi, là, on va être obligé de l'appliquer. Et donc, on va arriver dans un monde qui va être automatiquement beaucoup plus effectivement haut en fréquence. Mais là, je parle pas des fréquences de la Terre, je parle de la fréquence de la société, le respect, les gens qui vont comprendre que ben tu peux pas t'étonner d'avoir des terroristes qui viennent se faire sauter chez toi quand tu leur envoies des bombes et que tu es un des plus gros marchands d'armes. Là, je fais un petit clin d'œil à la France. Moi, pour moi, je cautionne absolument pas ni l'un ni l'autre, mais pour moi, c'est normal que y ait des attentats. Je veux dire, et tu vois, et donc quand je dis tout ça, bah, c'est pour te dire qu'à un moment donné, on va arriver dans une conscience où on va dépasser le truc moi je, tu vois, pour ok, quand je fais quelque chose, ça a un impact là et là et là. Et du coup, arriver dans une société beaucoup plus ouverte, beaucoup plus souple, beaucoup plus tolérante, beaucoup plus respective. Et du coup, une société, on pourrait dire, beaucoup plus spirituelle. Parce que les bases de la spiritualité, c'est quoi? C'est la compassion, le partage, l'entraide, donner avant de chercher à recevoir, l'amour, la compréhension, la tolérance, le changement, lorsqu'on peut changer des choses. Et lorsqu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer chez soi ou chez les autres, ben, l'acceptation. Tu vois, mais on voit qu'on est très loin d'être dans une société spirituelle, si on résume la spiritualité à ça. Et pourtant, on est en train d'y aller parce qu'on n'a pas le choix. Et si ça doit passer par des guerres qui doivent rester, on doit passer de 8 milliards d'êtres humains à 500 millions, eh ben, qu'il en soit ainsi, mais ça arrivera. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix aujourd'hui. S'il faut que tout le monde se décime à coups de bombe atomique pour qu'il reste plus que 500 millions de personnes, pour que ces gens-là se disent, bon, ok, on a peut-être un peu déconné, peut-être qu'il serait temps de bâtir une société où cette fois, on va pas se tirer des bombes atomiques dessus, et au contraire, on va s'envoyer de l'amour, et ben, on passera par là de toute façon, on n'aura pas le choix. Donc pour moi, on arrive, pour finir de résumer et répondre à ta question, on arrive dans une société qui va devoir spiritualiser la matière malgré elle, qu'elle le veuille ou non. Ok, super. Voilà. Bon. Eh bien, merci. Merci beaucoup, David. Avec plaisir. Pour tout ça. Et puis, à bon plaisir, hein, si on peut peut-être, si les auditeurs réclament un autre approfondissement d'un sujet, pourquoi pas refaire ce genre d'intervention. Écoute, avec plaisir pour moi, où tu veux, quand tu veux.
Ça marche. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as donné, pour ton temps et pour ta bienveillance. Avec plaisir et prenez soin de vous et surtout pensez à penser en et non pas en ou. Oui. Et vous pouvez Voilà. être riche et spirituel. C'est ça. Et richement spirituel et spirituellement riche. Et... Je pense que nous en sommes la preuve tous les deux à nos niveaux respectifs, mais voilà, je pense qu'on est des riches, toi comme moi, voilà. Oui, et on n'est pas les seuls. Donc, c'est possible. Ah, on n'est pas du tout les seuls, heureusement. Merci beaucoup, David. Bonne continuation Voilà. et à très bientôt. À bientôt. Je t'embrasse. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Merci. Salut, salut. C'était Francesco Mandato pour le podcast hebdomadaire Partage de vie. Pour me contacter, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube ou par email à francesco.mandato@yahoo.fr. Aidez-moi à faire connaître ce contenu gratuit en vous abonnant, en laissant un commentaire et en partageant auprès de vos amis.